Bonsoir. Merci d'être là pour venir écouter la belle assemblée qui est sur table et surtout autour du travail d'AT Architecte qui a été invité par l'école pour présenter son travail. Donc c'est une conférence qui s'intitule Confortement du territoire à l'édifice. Et en fait, ils n'avaient pas envie de faire ma vie, mon œuvre. Voilà. Donc ils ont réfléchi et se sont dit comment on peut présenter notre travail en faisant intervenir d'autres acteurs, d'où la présence d'un promoteur et d'un enseignant praticien pour la table ronde. Et donc, pour asseoir le débat et surtout pour s'interroger, pas se dire qu'est-ce que c'est que de faire de l'architecture aujourd'hui, comment évoluer notre pratique et comment on fait avec la transformation et la ville qui ne cesse d'évoluer. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Alice Piesaski. Je suis rédactrice en chef adjointe à AMC. Donc, je présentais François Brugel, que vous connaissez tous, qui est enseignant ici, qui est professeur, qui travaille beaucoup sur la transformation de la ville et de ses édifices, en particulier sur le logement social. Henri Grenon, qui est chef du développement, dire ça comme ça, chez Redman, voilà, qui est donc un promoteur, qui a un groupe qui s'inscrit vraiment dans une démarche environnementale et qui se confronte à l'existant. Il va nous en parler tout à l'heure. Et Céline Tédé et Jérôme Apac. Donc Céline, donc vous avez créé votre agence en 2008 et vous, c'est ça après, enfin c'est ce qui est marqué sur votre site. Voilà. Et vous pratiquez l'architecture et vous avez aussi une activité de conseil et d'enseignement. Céline, tu officies au CAU des Bouches-du-Rhône et Jérôme, en tant qu'architecte conseil en Corse, à la DRAC. Donc, moi, la question que je me posais donc, pour démarrer, pour entrer dans le feu du sujet, donc, le confortement, donc... Conforter, pourquoi vous avez intitulé cette conférence Confortement du territoire et d'édifice? C'est une très bonne question. Oui, excellent. Il va falloir essayer d'y répondre. Alors, déjà, effectivement, en fait, tout ça, ça vient d'un petit travail introspectif sur notre production et puis aussi notre façon de pratiquer l'architecture à travers le conseil et l'enseignement. Et en fait, quand on a mis un peu tout à plat et quand on regarde l'évolution finalement de notre pratique, on s'aperçoit que quand on a commencé en 2008 et puis bon, tu as été gentil parce qu'en fait moi j'ai commencé un petit peu avant aussi, mais on était plutôt sur des bâtiments, voilà, un peu ex nihilo, qui répondaient à des programmes, etc. Et puis de fil en aiguille, on en est arrivé à être de plus en plus dans la question de la transformation. Et en y réfléchissant, en regardant un peu le patrimoine auquel on a été confronté, on a vu que c'était du patrimoine XXe siècle, c'est-à-dire du patrimoine qui était lié à l'ère industrielle aussi, notamment on travaille beaucoup dans le scolaire. Et on avait aussi une activité où on intervenait dans des tissus un peu difficiles, le périurbain notamment. Ouais. Et finalement, quand on a essayé de définir notre pratique, on a trouvé ce verbe conforter plutôt que transformer. Et on va essayer d'expliquer un peu pourquoi à travers des exemples, mais aussi des exemples d'autres intervenants. Je me rends compte que j'ai oublié de présenter vos projets au début, en fait. On en reparlera après, de toute façon. Donc ça, c'est la partie sur laquelle... pardon. Oui. C'est l'aire d'intervention sur laquelle on intervient. Enfin, voilà. Donc une aire plutôt régionale. Et le premier projet sur lequel on a travaillé ensemble avec Jérôme, c'est une salle de danse à Saint-Martin-de-Crau. Donc on est là dans du périurbain, donc c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure. Comment, dans du périurbain, on arrive à retisser quelque chose et à conforter les usages par un tout petit équipement, puisque c'est la transformation, donc on est dans du périurbain, puisque c'est la transformation de cette salle de danse
de cette bergerie en salle de danse. Donc comment, juste en intervenant de manière assez minimaliste à l'intérieur d'un bâtiment, on arrive à un peu créer de polarité à l'intérieur d'un lotissement. Sachant aussi que le diagnostic sur cette opération a été extrêmement important, puisqu'au départ, on nous avait demandé de couper la salle en deux dans le sens horizontal et qu'on l'a coupée en deux dans le sens vertical. Justement, c'est l'apport de l'architecte au diagnostic et à sa réflexion sur la spatialité. Voilà. Donc là, c'est vraiment le confortement par diagnostic, parce que le diagnostic est aussi une façon de spatialiser et de redéfinir la commande auprès du maître d'ouvrage. Enfin, c'est comme ça que vous avez procédé. Exactement. Aussi. Après, ce qui est intéressant aujourd'hui, et on le verra plus tard, c'est que en fait, le premier projet nourrit forcément notre pratique professionnelle. Ouais. Et notamment, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est une bergerie qui est en pisé, donc en terre. Et c'est comment dire, c'est un petit clin d'œil à ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Mais c'est intéressant aussi de commencer par ce projet, parce que c'est un petit projet, mais il est vraiment important, et en fait, il annonce tout le reste de votre pratique. En fait, tout est déjà là. Et puis, vous aviez, moi, quand on a échangé donc, autour de ces projets aussi, quand vous avez parlé de la question diagnostique, c'était vraiment la question de laisser le bâtiment parler. Ça, c'est ce que vous aviez dit à plusieurs reprises. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a un mode de projet qui est défini quand on fait du public par la LOMOP, etc., avec des phases bien déterminées. Et le diagnostic, il prend de plus en plus d'importance, évidemment, puisque quand on est confronté à des préexistences, de manière générale, le diagnostic il prend beaucoup de place. Sauf qu'aujourd'hui... les choses changent un peu, mais le diagnostic, il était surtout aux mains plutôt de techniciens, on va dire, d'économistes, de techniciens, etc., qui avaient une vision surtout un peu quantitative des choses, mais pas forcément qualitative, et alors que l'architecte peut amener dans son diagnostic la notion de spatialité, donc il va voir l'édifice existant comme un espace avant tout, et donc va avoir ses capacités de mutation. C'est-à-dire qu'on procède nous un petit peu à l'envers, c'est-à-dire plutôt d'essayer de faire entrer un programme au chausse-pied dans un bâtiment, on laisse parler le bâtiment pour dire quelle est sa capacité d'accueil en fait en tant que programme. Donc souvent effectivement on a amené à remettre un petit peu en cause les programmes, ou en tout cas à les amener, à les modifier, à les faire modifier pour qu'ils puissent fonctionner avec l'existant. Ça rejoint tout à fait, j'ai l'impression, la notion de confortement telle que vous l'avez développée, c'est-à-dire que vous agissez aussi. Il y a quelque chose aussi, on a oublié de le souligner, mais qui est très optimiste et qui est dans l'action. Parce que c'est vrai que la notion de confortement, enfin pas de transformation, ça fait partie des mots qui sont évidemment intéressants, mais qui viennent de plus en plus galvaudés. Donc vous avez aussi essayé d'apporter des subtilités à ces notions-là. Et il y a aussi un rapport, il y a quelque chose d'optimiste aussi dans ce terme-là. Ben oui, il y a quelque chose de complètement optimiste, c'est le but du jeu, parce que au lieu de regarder tout ce patrimoine en se disant oh là là, c'est la catastrophe, etc., il vaut mieux le regarder avec un œil bienveillant, en essayant de voir comment justement on peut le conforter, quoi. C'est vraiment le sens de ce terme, quoi. On va sur l'autre projet. C'est pas moi qui dois tourner. Non, vas-y. C'est que j'ai pas le retour, comme c'est derrière moi. On va peut-être parler d'un autre projet, du coup. Alors, tu veux... Je vais introduire. Voilà. Donc, c'est un petit collectif à Carry-le-Rouet, donc 2024, donc assez récent aussi. Donc là, on conforte par la densification et par le logement. Donc, c'est... En fait, c'est comment transformer un pavillon des années 50, le densifier et en faire trois logements, quoi. En fait, c'est ça le propos. Je te laisse. Oui, c'est ça. Alors, Céline a présenté le projet précédent qui était aussi une forme de densification, quelque part, puis qu'on venait équiper un tissu pavillonnaire avec un petit équipement public, un espace extérieur, etc. Vous avez vu la petite axono de principe. L'idée, c'était de dire... on ne vient pas aussi densifier en imperméabilisant les sols, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'agir. Là, la salle de danse, on venait investir une coquille vide.
Là, dans ce projet-là, on est donc on est à Carry-Louet, un territoire aussi périurbain, alors qui est quand même dans une situation un peu remarquable, puisqu'on est vraiment au bord de l'eau, mais néanmoins, c'est un tissu dans lequel habitent réellement des gens. C'est pas forcément que des maisons de vacances, avec des gens qui travaillent à Aix, à Marseille, etc., et qui le soir rentrent chez eux ici. Et là, c'était donc un propriétaire qui a des enfants un peu âgés. On va juste laisser cette... Ouais. Ouais, je veux ça. C'est un propriétaire qui a des enfants un peu âgés, etc. Et il a cette maison qu'il a construite avec son père, en fait. Et l'idée, c'était de voir comment il pouvait accueillir ses enfants voilà, pendant les vacances, etc. C'est-à-dire voilà, faire des grandes réunions familiales. Il a eu un premier projet, en fait. Il s'est adressé à un premier architecte qui a rasé cette maison et qui en a construit une autre. Voilà, comme on peut en trouver partout dans le pavillonnaire, c'est-à-dire sans qualité spécifique. Il a eu quand même un petit truc, il s'est dit, mais quand même, moi je l'aimais bien, cette petite maison, c'est dommage, etc. Voilà. Et donc on s'est retrouvés ensemble à discuter de ça sur le terrain, et puis nous on lui a dit, ben non, on va pas la raser, quoi. On va densifier, on va construire dessus, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est la maison d'origine là, que vous voyez. Je n'ai pas tout à fait le retour. Le plan de masse, c'est celui-là. Donc l'emprise, c'est exactement la même, la maison existante que le projet. Ça, c'est le plan de la maison existante. Bon, très, très classique, hein, partition jour-nuit, etc. Hop, je vais trop vite. Et ça, c'est le principe. Donc c'est le fameux principe dont je parlais. C'est-à-dire on est venu par-dessus, comme un chapeau. Et en fait, comme ce patrimoine-là, d'une manière générale, il est aussi très mal isolé. En tout cas, il n'a pas été conçu pour passer le cap de la transition écologique. On en profite pour venir aussi l'isoler. C'est-à-dire que c'est toute une construction bois légère où on vient régler aussi ces problèmes-là. Donc j'en profite parce que dans confortement, il y a aussi confort, quoi, quelque part. Et ça permet aussi, à travers voilà, cette action-là, de projet, de rendre un peu plus confortable la maison. Donc ça, c'est la maquette. Ça, c'est les plans du projet. Donc noir existant, rouge projet. L'étage. Et donc il y a trois petites habitations là-dedans qui sont indépendantes. Donc la grande maison initiale, et puis après il y a un petit T1 et un studio indépendant. Et voilà les quelques photos de ce que ça donne. Et sans imperméabiliser, ça rejoint aussi on a désimperméabilisé même, parce qu'en fait tous les abords, on a travaillé dessus avec une paysagiste et on a pu désimperméabiliser tout ça. Voilà. Je continue ? Ouais. Alors ça, c'est un autre projet... Non, mais c'est Céline qui va en parler, mais je vais juste introduire la notion de processus, peut-être, du coup. Ça, c'est un autre projet qu'on est en train de livrer à la Phare-les-Oliviers. Donc la Phare-les-Oliviers, vous avez vu peut-être rapidement dans la présentation initiale qu'on avait déjà construit une école sur l'entrée est. C'est l'école de la pomme de pin. Et en fait, la commune nous a confié un travail de confortement sur leur seconde école qui est située à l'opposé, à l'entrée plutôt ouest de la commune. Et là, ça a été un travail de longue haleine parce qu'en fait, c'est une école d'un groupe scolaire constitué d'une maternelle et d'une élémentaire avec des problèmes pathologiques un peu forts du côté de la maternelle qui a induit une réhabilitation de l'élémentaire, mais par contre une déconstruction, reconstruction de l'école maternelle. Donc en fait, on a engagé un processus avec la commune. Donc là, vous avez l'emprise totale du projet. Ça, c'est le plan de masse, avec à droite l'école originelle élémentaire, à gauche le projet de l'école maternelle, et tout en bas, vous voyez, il y a un petit rectangle un peu de biais, avec un terrain de sport à côté. Et en fait, je vais vous raconter l'histoire de ce processus, puisque quand on fait une réhabilitation en site occupé, il faut qu'on loge les enfants de l'école quelque part, il faut qu'ils continuent à avoir cours.
Donc on est obligé de louer des bungalows provisoires. Sauf que la location de bungalows, c'est un peu de l'argent jeté, hein, puisque les bungalows, après, on pérennise rien dans la commune. Donc nous, la proposition, ça a été de dire, en discutant avec la mairie, on s'est aperçu qu'ils avaient un besoin en fait, de bâtimentaire, puisqu'ils ont, ils ont par exemple un service des sports qui occupe un bâtiment au centre de la commune, dans un bâtiment ancien, qui a du mal à être adapté aux normes d'aujourd'hui, notamment l'accessibilité, etc., etc. Donc là, ils ont vu l'occasion de potentiellement faire un transfert de ce service des sports pour l'implanter à côté de la plaine des sports que vous avez vu en amorce, là, qui est juste en dessous de l'école. Et donc, partant de là, on s'est dit, plutôt que de louer des bungalows, ça serait intéressant, finalement, de construire une école provisoire qui deviendra plus tard le service des sports. Donc, en fait, pour eux, ça a été un vrai bénéfice, puisque ça leur a pas coûté très cher, en fait, en termes de travaux en plus-value. Mais par contre, ils ont un bâtiment qui va rester là et qui va être pérenne. Donc ça, c'est pour dire aussi que le confortement, ça peut passer par la question de la matière, comme on l'a vu précédemment sur le projet de Carilo Rouet, mais ça peut passer aussi par des questions de processus. Et donc je vais laisser après Céline parler de l'école, du projet d'école même maternelle. Et ça, c'est une photo de l'école provisoire, donc qui sera transformée en service des sports. C'est que c'est la création d'un temporaire définitif, en fait. C'est un jeu de chaise musicale, en fait, programmatique, qui tourne et qui s'étend dans la durée. Ouais. Et c'est comment conforter un quartier aussi, voilà. Un petit morceau de... Voilà. Et Céline, sur l'école maternelle Alors, du coup, sur l'école maternelle, là, on voit un peu la façon dont c'est organisé le phasage des travaux, la façon dont le quartier s'est conforté autour de l'école et dont l'école est venue reprendre place dans le quartier. Ouais, je veux bien. Voilà, donc c'est toutes les interventions diverses et variées dans des temps longs, puisqu'en fait le chantier a quand même duré 4 ans, pour en arriver à... là, on est en train de commencer le chantier du parvis, que vous voyez, et l'étape finale serait de créer de l'espace public, en fait, dont parlait Jérôme tout à l'heure, qui permettrait de relier la plaine des sports à cette école et d'avoir un espace beaucoup plus fluide que ce que ça ne l'est à l'heure actuelle. Pour en revenir à la partie école à proprement parler, nous on a... Ouais. Pardon. L'école maternelle à proprement parler, nous ce qu'on a essayé de faire, c'était de conforter donc les élèves dans leur école de manière à la fois flexible et puis en ayant une action importante sur la thermique du bâtiment et la désimperméabilisation des sols. Donc, pour ça, on a travaillé... Je veux bien que tu... Ouais. Donc, en fait, pour ça, on a travaillé sur différents bâtiments qui se répondent, qui permettent à la fois d'avoir une flexibilité dans les usages, puisque le bâtiment que vous voyez à droite est à la fois un bâtiment maternel, mais un bâtiment élémentaire, et qui nous a permis d'avoir un dialogue avec, donc entre ces deux bâtiments, de désimperméabiliser la cour et de créer... donc d'avoir une cour oasis au sens thermique du terme, avec toute l'évapotranspiration liée au végétal et voilà, donc que vous voyez ici. Et la forme la morphologie de ce bâtiment en fait est liée à du confort intérieur des salles de classe, parce que ces sheds sont travaillés comme des sheds avant, c'est-à-dire que ça permet de faire de la surventilation nocturne et même en journée, en fonction des orientations, de pouvoir avoir un tirage, une ventilation naturelle. Il y a quelques photos du projet. Donc on voit les espaces traversants qui permettent de ventiler. Donc c'est traversant horizontalement et verticalement finalement. Et ça, c'est à l'échelle d'une salle de classe avec le principe naturel de tirage. Donc il y a une typomorphologie effectivement qui suit la question du confort.
Alors là, c'est le confortement en construisant la ville sur la ville. On arrive à... On a vu le confort, vous avez décliné en fait en Oui. fonction des projets. C'est ça. En fait, là, donc on est sur le projet de la résidence Rostand, donc avec maître d'ouvrage Adoma, qui est, je crois, c'était une petite. Ah pardon. Qui est donc qui est comment dire, qui est un maître d'ouvrage et qui est un peu spécialisé dans ces questions-là du logement d'urgence en fait. Et là aussi, la pratique évolue puisque finalement, de plus en plus, on hérite, et ça tout à l'heure, je pense que tu vas en parler, d'édifices préexistants en fait. Et ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est comment on fait rentrer du logement dans un bâtiment qui n'a pas été forcément prévu pour ça. Donc là, on a hérité d'un bâtiment qui est une très belle, une assez belle construction. Donc on est à Saint-Mauron, en fait, qui est à côté de la Belle de Mai, hein, donc pas très loin d'ici. On a hérité d'un bâtiment de l'architecte Yves Benz qui est assez beau, qui est construit sur le principe de la pierre banchée, en fait. Hein, la pierre, on coule du béton, etc. Puis on laisse la pierre en façade. Avec des grandes ouvertures sur la ville, etc. Mais c'est un bâtiment qui, à l'origine, c'était un bâtiment tertiaire, puisqu'il a été construit pour Saint-Gobain. Ensuite, Ron Poulenc, pardon. Ensuite, il a été pris en main par Médecins du Monde. Du coup, je ne me trompe pas cette fois-ci. Ouais, je crois que c'est ça, Médecins du Monde. Donc déjà, il était dans une logique d'accueil, en fait, pour les gens du quartier. Et puis nous, on l'a transformé en logement très sociaux, on va dire. Donc ça, c'est une image du bâtiment de l'intérieur tel qu'on l'a pris, avec quand même des très belles qualités, spatiales. Et en fait, toute la difficulté de ce projet, dont on va parler après Céline, c'est que le logement très social, là en l'occurrence, ce sont des toutes petites cellules. Hein, donc la difficulté, c'est comment on arrive à mettre en relation des toutes petites cellules avec ces grands espaces que vous voyez là. Et qu'est-ce que ça produit, cette confrontation? Et c'est là que c'est l'importance du diagnostic dont on parlait tout à l'heure est super important, puisque c'est sur la base du diagnostic qu'on peut finalement arriver à faire le projet. Voilà. Mais le diagnostic, il est fait en mode vraiment projet. C'est-à-dire quand c'est pas un diagnostic technique. Alors, il y a les ingénieurs qui font le diagnostic technique, mais nous, on fait un diagnostic spatialisé. Voilà. Donc ce bâtiment, comme le disait Jérôme, on l'a récupéré, on l'a conforté au sens structurel du terme, parce que il était issu d'un mode constructif un petit peu empirique sur les premières techniques de béton. Et en fait, on a été obligé de rajouter un niveau. Donc conforter son architecture par le dessin de la surélévation, et puis essayer aussi à l'intérieur de travailler en fonction de la structure existante, ce qui n'est pas facile quand on a des logements qui sont vraiment extrêmement petits et sans que ça devienne trop pénalisant pour les logements. Donc là, vous voyez un peu les différentes typologies de logements. Chacun des logements est quasiment différent. Les logements se superposent évidemment, mais en fait, chacun des logements a une typologie différente liée aux ouvertures, puisque vous voyez que d'un niveau à l'autre, on a une trame d'ouverture qui est différente. Et donc, la question, c'est comment habiter un très petit logement en lui offrant quand même des qualités spatiales, le plus qu'on peut, soit par la générosité des ouvertures, soit par la générosité de la hauteur sous plafond qui nous était dictée par le bâtiment dans lequel on venait s'inscrire. Voilà. On a réussi à garder le plus possible certains éléments, et notamment les cages d'escalier qui donnaient aussi le caractère particulier de ce bâtiment, en plus des façades. Et on a réussi aussi avec ce bailleur social à maintenir des menuiseries bois, ce qui n'était pas gagné complètement au départ de l'opération.
Voilà, quelques images du projet. Et juste un petit complément dessus quand même, il y avait une cour de service en cœur d'îlot qui était donc en enrobé, etc. Et là, par rapport à ces logements, il n'y a quasiment pas de besoin de stationnement, ils n'ont pas de voiture. Hein, donc on a travaillé ça comme un jardin finalement, donc on a transformé le cœur d'îlot en jardin. Non, moi, je vais faire la liaison avec François, moi, par rapport à la résidence d'urgence Rostand, c'est que c'est en fait, même si c'est pas un patrimoine remarquable, ça reste un patrimoine du XXe siècle, et c'est en ça que je trouve intéressant, enfin, toutes ces interventions. Et François, il excelle aussi à intervenir dans ce patrimoine du XXe siècle, enfin, qui n'est pas fortement classé, etc., mais enfin qui constitue la ville et qu'on voit tous les jours et qui est amené à être transformé. Donc là, on a mis l'opération de la rue du Chevaleret, François, juste pour que tu t'exprimes par rapport à leur démarche, si elle fait quoi la tienne. Il y a quand même des choses qui sont similaires, mais il y a peut-être des nuances aussi. Donc, on peut la voir. On a mis un avant-après pour se rendre compte aussi d'un bâtiment tel qu'il était et tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, si tu veux nous en toucher quelques mots. Donc, c'est à Paris, dans le 13e arrondissement. C'était un bâtiment des années 70, voilà. Et c'est du logement social. Et je te laisse en parler parce que... Oui, ce qui était... comment dire les choses? Au départ, dans ce lieu, la ville, on est dans une logique de terminaison. On est au bout. On est au bout de Paris. Derrière, il y a un mur. Devant, il y a un mur. Et puis ensuite, on a un ensemble de bâtiments. Bon. Il y a un parking abandonné. Enfin bref, peu importe. Et il y a des gens qui habitent là. Et dans la série... à quoi on s'intéresse en fonction des projets, il y a des fois on a des priorités, on a des questionnements, on a des doutes, mais disons que dans ce cas qui me semblait en tout cas assez essentiel, la chose la plus importante dans un premier temps, c'était de se dire si on aide la ville, on aidera nécessairement plus facilement les gens. C'est-à-dire que c'est moins tant la question de l'habitation qui posait problème que la question de la position des choses dans la ville. Donc en fait, l'intervention, elle s'est posée comme ça. Vous voyez, je veux dire. Donc à la fin, ça fait une forme. Bon, alors en fait, je voulais vous parler des formes en vous disant que les formes, en base, elles m'intéressaient surtout quand j'étais à l'école. Quand j'étais à l'école, les formes m'intéressaient parce que ça faisait vraiment partie, d'une certaine façon, de l'architecture. Je m'intéressais aussi à la question du type, et je m'intéresse toujours à la question du type. Bon, à l'école, les choses étaient absolument formidables sur la question du type. À l'école, j'adorais la question du dessin, parce que le dessin me laisse espérer. Enfin, en tout cas, le dessin laisse espérer. Et puis, dans la question du type, par exemple, c'est assez rapidement, on s'intéresse aux gens. Et puis, à un moment donné, manque un sujet, quelque part, c'est la construction. Et je me disais, c'est super, lorsque je vais un jour travailler, je vais m'intéresser à la construction. Bon, ça, c'était les quatre choses. Donc là, le type, la forme, le dessin et la construction. Et en fait, j'ai travaillé dans l'existant. Et dans l'existant, le type, c'est devenu du bricolage. La forme, de temps en temps, la forme, elle nous est donnée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont elle existe et la manière dont on va pouvoir agir ou réagir avec elle. Donc ça fait déjà deuxième point. La construction, les bâtiments y sont. Donc c'est à partir de ça, donc il s'agissait déjà de se dire, du coup, il faut comprendre. C'est le troisième point. Et le dessin est. Par contre, ce qui est intéressant dans le champ des représentations, c'était de se dire comment je fais évoluer le dessin. Et le dessin devient du coup le dessin UN, etc. Donc c'est ça. Donc ce bâtiment, c'est exactement l'inverse, parce que là, pour le coup, il y a une forme. Pour le coup, la question du type, elle a été complètement repensée dans cette logique d'habiter dans une terminaison circulaire. Pour la question de la construction, on s'est posé la question de la construction dans une relation d'aujourd'hui, comment je construis à côté d'un bâtiment des années 70. Enfin bref, du coup, en fait, c'est un bâtiment qui est pensé comme si c'était un bâtiment neuf dans les faits.
Bon, voilà pour celui-là. Bon, tu reviendras après, peut-être, Oui. À la fin. Non, mais c'est intéressant. Donc, vous, Henri, ces notions de confortement, vous êtes maître d'ouvrage, promoteur. On va peut-être montrer quelques opérations, dont certaines que j'ai oublié de montrer au départ. Mais, ouais. Donc, certaines sont emblématiques. Donc, je vais vous laisser les présenter, vous serez plus à l'aise. Oui, je peux les présenter assez rapidement, mais je voulais juste avant peut-être intervenir. Je suis très impressionné par la profondeur des débats et des interventions précédentes, et je comprends mieux effectivement les discussions animées et passionnées qui existent entre promoteurs et architectes sur les opérations qui nous lient les uns et les autres. Mais c'est toujours très inspirant. Parce qu'on se questionne sur les mêmes sujets, avec des angles de vue souvent assez différents. Et là, on a des expressions de réponses, effectivement, qui est le fruit de cette collaboration. Pour revenir sur la notion de confortement urbain, j'aimerais, mais ça c'est la position du promoteur, peut-être rebondir sur une notion auquel on essaye de se raccrocher aussi, qui est celle de la temporalité. C'est-à-dire que on pense enfin que on imagine en tout cas que ce comportement urbain, il est possible si on arrive à réaliser des opérations durables et soutenables économiquement. Et c'est pas forcément toujours évident. C'est pas le cas de tous les promoteurs. Enfin, faut être très clair. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les promoteurs. Je laisse le soin à chacun de se promener dans nos rues. Mais il y a aussi des promoteurs qui sont plus éclairés que d'autres et qui jouent le jeu et qui essayent de faire changer les choses parce que le privé a toujours construit la ville de toute façon et qu'il y en a qui ont une prise de conscience plus évoluée que d'autres. Alors je pense que nécessité fait loi déjà. Et effectivement, on a ce métier de promoteur qui doit évoluer. Moi, je suis assez pessimiste sur le métier de promoteur tel qu'on le faisait encore il y a quelques années. Dieu merci. Et je pense qu'on va encore voir des changements assez radicaux sur notre façon d'appréhender justement ce confortement urbain et notre façon de construire cette ville. Donc, pour revenir sur ces sujets que nous avons réalisés, le 206 Lafayette est une opération qui se situe en plein cœur de Paris, avec quelques défis à relever. Donc, d'abord, il s'agit de 9 bâtiments existants, avec des architectures extrêmement distinctes les uns des autres déjà, qui eux-mêmes s'inscrivent entre des immeubles haussmanniens et des immeubles de faubourg. Donc là aussi, un pari architectural qu'il a fallu effectivement relever. Le sujet de la conservation, bien évidemment, se pose, et du sens qu'on va mettre, la programmation qu'on va mettre dans ces bâtiments. Donc on a visé, nous, une forme de mixité. On a sur cet ensemble immobilier 3 usages distincts. On est en plein cœur de Paris et c'est assez dense. On va retrouver à peu près 11 000 m², pardonnez-moi, 10 000 de bureaux. On a du logement également, du logement social et un pied d'immeuble. On retrouve le socle, qui est une idée assez forte dans les programmations aujourd'hui des promoteurs. En tout cas, c'est cette ville à hauteur d'homme et ce que l'on fait. Et notamment ici, on a développé du service, donc un certain nombre d'ateliers et de commerces avec un restaurant, pardon. Je suis vraiment pas doué, voilà. On retrouve des sujets bioclimatiques où, compte tenu des orientations, on a souhaité réaliser une double façade, une façade de double pot sur cette façade sud en tout cas, qui permet et qui participe également à retrouver une gestion en tout cas des températures plus faciles, mais également des circulations sans sacrifier, mais ça c'est peut-être un avis subjectif, mais sans sacrifier à l'architecture. On trouve plus facilement ici cette démarche-là. On a la difficulté sur cette opération a été le sujet de la densité, travailler en plein cœur de Paris, travailler avec des projets très différents, d'associer, d'agréger des bâtiments différents en respectant une architecture, une cohérence architecturale,
et de suivre un maître d'ouvrage qui, pendant 2020 à 2024, date de livraison, a également fait beaucoup évoluer sa programmation. Pour des raisons notamment aussi économiques, et en tout cas avec un certain nombre d'impondérables pendant les travaux. Bon, ça, toutes les opérations en ont, mais on a eu des affaissements, on a eu un certain nombre de choses assez... On va citer les architectes parce qu'on a oublié de les citer. Donc c'est Data et Think Tank, hein, ils ont été primés, ils ont eu les cartes d'argent dans la catégorie activité, puis ils ont eu aussi le prix de DA. Et puis bon, je pense qu'ils en auront d'autres, mais donc voilà, ça reste quand même une magnifique opération, enfin en tout cas. Et puis pour la petite anecdote, la Caton Vassal et la UC avaient leur agence avant dans cette venelle, tout au bout. Voilà. Oui, vous avez raison, parce que je me l'avais soulevé à ma place, mais on a conservé une rue intérieure qui permet notamment d'animer et de redynamiser ce pied d'immeuble et de trouver de la fraîcheur pour certains résidents. On peut parler également, si vous voulez, donc de la tour, d'un deuxième projet, donc qui est la tour Cirque, donc ou appelée anciennement Bourdet-Guillot, donc qui sont, ça vous le savez mieux que moi, deux architectes modernistes qui ont réalisé sur Lyon, cette tour en 1972 pour accueillir un centre de recherche contre le cancer. Donc on est sur une volumétrie sensiblement de 13 000 m², enfin surface plutôt 13 000 m² de SDP développé, avec un usage plutôt assez monolithique, des labos et du bureau, pour un mono-utilisateur, pour l'essentiel. Il faut replacer peut-être l'opération dans son contexte global. On est donc sur Lyon, 8e arrondissement, un quartier qui aujourd'hui, du fait notamment de cette tour qui est extrêmement minéralisée, tout le socle de l'immeuble est en béton, une dalle en fait constituant des parkings, et assez peu, paradoxalement, est accessible mais assez peu utilisé par les résidents. Et la ville, à ce moment-là, se pose la question de son modèle, et notamment vous souhaite tendre vers un modèle post-carbone pour ses actifs et développement de ces nouveaux actifs, notamment cette tour-là, cette tour anciennement appelée Cirque. Post-carbone, c'est la recherche effectivement qui consiste à réduire l'augmentation des températures en dessous de 2 degrés d'augmentation de température, donc qui nécessite effectivement une démarche environnementale et climatique assez poussée. Et en plus, ce projet et Lyon s'inscrit également dans un concours mondial, en tout cas, donc ce qui s'appelle le C40, donc, qui réunit, c'est Reinvent Cities, et qui manage en tout cas, qui challenge les villes effectivement sur cette question des villes de demain, et notamment pas exclusivement l'environnement, mais des usages. Donc on a répondu en copromotion d'ailleurs avec ICAD, il faut les nommer, sur cette opération. L'idée, c'était, vous l'avez compris, de redynamiser ce pied d'immeuble. On a reconstitué 6 000 m² à peu près d'espace vert, donc 40% en pleine terre. Donc on a cassé cette dalle principale. On retrouve à l'étage effectivement un jardin suspendu et un rooftop. Et on a éclaté cette programmation avec des destinations plurielles, notamment cette mauvaise nouvelle. Mais je pense qu'on va s'en sortir. Voilà, sensiblement 7 000 m² de... C'est confortement en direct. Donc 7 000 m² de logement, 2 000 m² de bureau, un centre de santé effectivement, parce que là aussi se posait la question du service aux administrés, comment sur une opération comme celle-ci, on fait le lien avec le quartier, on fait le lien avec les administrés, et c'est toute la question de l'interdépendance, en tout cas qui pour nous est quelque part un des sujets principaux de nos ouvrages, c'est comment on va relier dans le temps. Tout à l'heure je parlais de durabilité, de soutenabilité, mais c'est ces éléments bâtis sur l'existant. Parce que bon, là aussi on va citer les architectes, donc c'est la nouvelle AOM avec Vergely et Jean. J'aime les architectes. Voilà. Donc la nouvelle AOM, c'est les mêmes qui vont s'occuper de la tour Montparnasse. Mais moi je me posais la question, donc vous parliez du temps long, vous en tant que promoteur, là, parce que là il y a juste vous en êtes où? Vous en êtes au niveau du concours, vous êtes c'est lancé, enfin. Combien d'années vous prévoyez pour faire ce projet en fait? Livraison 2028. Ah oui, donc depuis. Oui, 2028, c'est demain, si j'ose dire, mais oui, bien sûr, à l'échelle d'un bâtiment comme celui-ci. Oui. On a d'ailleurs,
parce qu'on parle de la tour, mais en fait, il y a des bâtiments existants. Il y a 2 bâtiments existants qu'on n'a pas pu conserver. On en a fait 2 neufs. Ça peut paraître un peu antinomique. Mais justement, on a posé les curseurs assez loin. On les a upgradés sur cette partie bâtiment neuf, où on est allé chercher du RE 2031 avec des matériaux biosourcés et géosourcés pour pouvoir rester dans le périmètre, en tout cas, la sphère d'un projet qu'on veut, en tout cas, avec le moins d'impact possible. Je reviens sur l'interdépendance et je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le socle d'immeuble aussi, et ça participe à la logique de modèle économique et de programmation. On l'a travaillé avec 2 foncières. Une foncière essentielle, qui est une foncière du groupe Redman, mais une foncière également basse commune, qui milite, en tout cas, et qui est une foncière d'utilité sociale, en tout cas, et qui milite pour la redynamisation des centres-villes et qui permet d'accueillir, comme la foncière essentielle, des acteurs certes dynamiques, mais qui n'auraient pas les moyens de se positionner sur des prix de marché dans ces secteurs-là. Donc on porte l'actif et ça permet là d'accueillir effectivement des entreprises à forte valeur ajoutée en devenir. D'accord. Mais ça va être essentiellement des activités, des entreprises, ou des bureaux, ou du tertiaire. Alors où il y aura des associations, il y aura des... Oui, il y a de l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire en fait. Sur le socle, ça représente à peu près 500 mètres carrés, 455 exactement, pour la partie ESS. D'accord. Ça va nous amener à parler du campus Omnes. Oui. La souris qui a été réparée, merci, merci François. Très bien. Oui, alors on va aborder ce projet-là. En préambule, il y a toujours une grande question qui se pose aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'il faut encore construire, etc., etc. Bon, vaste débat. Enfin, nous on dit toujours il faut d'abord faire du projet, quoi. Et puis c'est le projet qui va dire s'il faut construire, s'il faut transformer. Voilà, donc. Et en fait, je dis ça un peu en amorce de ce projet-là parce que là, on se situe, donc c'est Campus Omnes, on est juste à côté, place Marceau. Donc on est le long de l'axe historique de Marseille, donc un endroit assez stratégique. Et notamment, on est, on est dans un îlot qui est aujourd'hui en mutation, en transformation, en confortement, voilà, allons-y. Puisqu'en fait, cet îlot, il a été un peu abîmé par le déclassement de l'autoroute en parc, puis après, il y a eu des opérations un peu isolées, comme l'hôtel Toyokoin, etc. Et donc, on arrive dans un tissu qui est quand même très fragilisé, urbainement. Et donc la question, c'est comment on reconstitue, comment on conforte finalement la ville à travers la refabrication finalement d'un îlot qui était là, quoi, mais qui a un peu disparu. Et c'est tout l'enjeu de ce projet qu'on peut voir en proue, donc sur cette axonométrie, avec une difficulté assez majeure, assez urbaine, c'est comment on arrive à se connecter à 2 tissus qui sont radicalement différents. Tout le tissu des immeubles, un peu 3 fenêtres marseillais, la typologie, qui est le long de Camille Pelletan, et après tous les objets un peu plus gros, notamment le Toyokoin, qui fabrique des architectures assez hétéroclites finalement. Et donc comment on arrive à se raccorder à tout ça. Alors la réponse finalement, elle nous a été quelque part imposée puisque on était en zone avec avis d'ABF, donc l'ABF nous a demandé de nous raccorder parfaitement aux deux tissus. Donc ça c'est le site tel qu'on l'a pris, voilà, avec cette dent creuse et 2 échelles complètement différentes de préexistence à droite et à gauche. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, on va continuer la ville, quoi, en fait. C'est-à-dire que le long de Camille Pelletan, on a un tissu de 3 fenêtres, on va le voir tout à l'heure. Donc c'est une rythmique, voilà, on connaît des trames de 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres pour les plus bourgeois, mais globalement, on est sur cette rythmique-là. Et nous, on prolonge naturellement, finalement, cette rythmique, on la retourne.
Et puis c'est les panelages bâtis avec les niveaux qui vont nous permettre de nous accrocher finalement au tissu existant. Avec une difficulté quand même, c'est que on a un maître d'ouvrage, on a un preneur aussi, donc on a des mètres carrés qui sont imposés contractuellement, et on a aussi un aménageur. On a un aménageur avec un architecte de la ZAC, puisqu'on est dans une ZAC en fait, là, qui a aussi ses propres convictions et ses propres désirs vis-à-vis de la construction, notamment d'imposer finalement de construire avec un procédé particulier en terre qui est en train d'être mis au point par une grande entreprise industrielle française, et avec procédé avec lequel on a des difficultés parce qu'on n'est pas sur la même temporalité en fait. Eux, ils sont en train de mettre ça au point tranquillement, ils sont en train d'obtenir des avis techniques expérimentaux, mais nous on construit, il faut livrer en 2026, impérativement. Est-ce que vous soulignez comme il y a 7 écoles qui vont être accueillies sur alors en fait, 5 ou 7, exactement. Alors en fait, c'est un énorme projet. Enfin, je veux dire, c'est pas le projet, c'est 6200 et quelques ou 300 mètres carrés de surface de plancher. C'est en fait c'est un groupe privé d'enseignement qui a une idée un peu louable aussi, c'est de mettre dans un même lieu toutes ces écoles. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va de l'école, des écoles qui sont plutôt tournées vers la création, par exemple, mais aussi des écoles qui sont plutôt tournées vers le commerce ou des choses comme ça. Donc ça crée des choses qui se percutent. Et notamment avec l'idée qu'on a beaucoup d'espaces informels de travail, c'est-à-dire beaucoup d'entre-deux. Et c'est là où c'est intéressant ce projet, c'est qu'il y a des salles de classe, certes, mais il y a aussi beaucoup d'entre-deux très généreux. Beaucoup de terrasses. Oui, dans lesquelles vont pouvoir se croiser ces étudiants, échanger, etc. Voilà. Donc les panelages bâtis nous a permis une chose aussi qui est intéressante, c'est d'occuper les toitures finalement, puisque de passer de ce petit tissu au Toyokoin, là, ça nous oblige à travailler un épanelage dont on va profiter, nous, pour créer de l'usage en fait. Donc c'est des toitures qui vont être accessibles et on va pouvoir grimper d'une toiture à l'autre pour arriver jusqu'au sommet du bâtiment comme un grand escalier. Alors là on en arrive à la particularité que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a ce tissu donc du 2-3 fenêtres, etc. On continue cette trame, donc le bâtiment il s'inscrit un peu naturellement dans la continuité, donc ça rejoint aussi tout à l'heure, il y a la question de forme qui a été évoquée, il y a ces questions-là, donc on est bien dans cette dimension-là. Pardon. Voilà, avec des coupes sur le projet où on essaie de rentrer tout le programme. Ça, c'est les plans des niveaux, avec des grands espaces communs, collectifs, de travail informel. Et donc là où on en est arrivé pour ce travail sur la terre, en fait, quand on a fait le concours, quand on nous a dit qu'on allait travailler avec ce système industriel en terre, on l'a pas bien senti, nous, concepteurs. Et c'est-à-dire, on s'est dit, oulala, qu'est-ce qui va nous arriver, ça ? Où on va se faire embarquer avec ça ? Donc on a réfléchi le projet pour qu'il puisse finalement, dans la durée de vie de sa conception, d'arriver un peu à encaisser des coups, comme on dit. Voilà. Et donc la terre, on ne l'a pas, nous, utilisée en élément porteur. On l'a utilisée en remplissage. Ce qui nous permettait déjà de nous mettre à l'aise par rapport à ces questions-là et de dire, si jamais la terre ne se fait pas, on pourra toujours mettre de la pierre, de la brique, on pourra mettre autre chose. Donc on est parti sur un système plutôt filigrane, poteau-poutre et dalle, en béton, finalement. Et puis on a un remplissage terre, non porteur en terre. Et en fait, pour faire ça, on a tout naturellement finalement mis à jour la construction traditionnelle de ces immeubles de 3 fenêtres qui sont construits en maçonnerie, donc en remplissage de maçonnerie, avec des éléments de chaînage en pierre de taille, des nez de plancher qui sont marqués, etc., et des grandes ouvertures verticales. Donc on a repris cette rythmique et nous, on l'a juste traduit en disant que le chaînage, finalement, ce sont nos éléments porteurs en béton architectonique qui va être bouchardé. Les trumeaux entre les fenêtres, c'est là où on va avoir les éléments en terre qui vont être préfabriqués. Et puis on aura cette rythmique de fenêtres. Donc on a répété ça sur tout le bâtiment.
Et donc, là, si on résume, il y a confortement urbain à l'échelle de la ville, il y a le confortement à la question du vocabulaire et de la réinterprétation du vernaculaire, presque. Ouais. Dire, et il y a la question du matériau, vraiment du territoire, voilà. la brique, comme l'a souligné Céline. C'est ça, c'est ce qui fait aussi la thématique. Là, j'ai envie de me tourner vers Henri en tant que maître d'ouvrage, justement, cette question de la terre, comment vous intégrez cette question d'innovation, en fait, dans un modèle économique? Alors, vous voulez qu'on parle du business model ou vous voulez qu'on parle de... Non, en fait, je voudrais, surtout que là, vous adressez aux étudiants pour qu'ils comprennent que dans un projet, en fait, l'archi ne fait pas le bâtiment tout seul, qu'il a aussi un maître d'ouvrage et que c'est toujours, et en plus un aménageur, souvent, donc que c'est vraiment un jeu d'acteurs et que chacun a son rôle avec son vocabulaire et qu'il faut que tout le monde s'associe pour aller dans la même direction à la fin, quoi. En fait, c'est ça que... Alors, donc c'est comme un gros projet, quoi. C'est pas... Je pense qu'on a chacun notre part. C'est-à-dire que le métier du promoteur est un métier assez simple. C'est un commerçant qui doit garantir et sécuriser. Donc la gestion du risque, c'est la responsabilité du promoteur. Et c'est lui qui porte le risque financier. Néanmoins, et on s'est promoteur beaucoup écarté ces années passées par facilité et confort de cette problématique. Aujourd'hui, les cartes sont rebattues. Il faut appréhender nos projets autrement et je pense que c'est la responsabilité justement des promoteurs d'intégrer dans leurs principes constructifs de l'innovation et de permettre justement des solutions alternatives, on parle de la terre là en l'occurrence, de venir prendre place dans nos opérations. Et là on parlait de caractère durable, on peut parler de réversibilité, en tout cas la terre est un matériau très intéressant à ce titre. Et ça représente finalement extrêmement peu de la production en France. Et en France et ailleurs, même en Afrique, alors que c'est presque intuitif, on en trouve peu. Ce que je veux dire par là, c'est que, ok, on doit intégrer l'innovation, c'est notre responsabilité pour permettre à certaines structures de s'industrialiser, de prendre part au projet et de changer de braquet et passer un gap pour la retrouver ensuite sur des opérations de façon plus générale. Et là, on se heurte à une première difficulté. Il y a la difficulté réglementaire, parce qu'en fait, les textes et les injonctions de l'État ne sont pas forcément très souples, et des réalités économiques aussi, enfin, un certain nombre de difficultés. Et je pense que sur ce projet Omnes, l'architecte a fait un travail remarquable, parce que comme il a été évoqué, vous êtes parti sur un principe constructif imposé, et nous aussi avec un acteur aussi industriel imposé finalement quelque part par le principe, c'est lui qui le portait, pour finalement développer une opération différente, un principe constructif différent qui se rapproche des techniques et des pratiques dites courantes. Donc faire de l'innovation, apporter de l'innovation, il faut savoir la gérer. Et la première difficulté qu'on a rencontrée finalement, c'est pas celle que j'ai évoquée juste avant. La première difficulté qu'on a rencontrée dans l'innovation et que vous rencontrerez dans l'acte de construire, je pense, c'est la différence de culture, en tout cas de réflexe et de connaissance du métier de l'autre. Sur ce sujet-là, principalement, la difficulté était un risque assurantiel. Il fallait gérer le risque assurantiel, donc un risque planning. C'était pas un risque technique, c'était pas non plus un risque financier, même s'il y avait des difficultés. C'était un risque assurantiel. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas une culture commune, une compréhension du métier de la promotion, et ou en tout cas de celui qui porte le principe, bien sûr. Alors on se retrouve face à des difficultés qui nous ont amenés à arbitrer et partir sur des principes différents. Donc l'innovation, c'est un paramètre qui permet de gérer la complexité. Attention à l'innovation, effectivement, ce qu'on entend par innovation et comment on va traiter l'innovation dans un projet de promotion. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, c'est juste Céline, par exemple, on en parlait tout à l'heure, que vous metteriez peut-être plutôt le mot invention pour parler d'innovation. Oui, parce qu'en fait, le côté... C'est ça qui est intéressant. Pour nous, le côté innovation a un côté, justement, procédé industrialisé. On innove, mais on innove une fois. Alors que l'invention, c'est la déclinaison d'un procédé qui est réinventé à chaque fois et en fonction de chacun des projets. D'ailleurs, là, en l'occurrence, sur le campus, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ces blocs de terre, en fait, c'est la déclinaison d'une technique traditionnelle, puisqu'après, ils sont enduits avec de la chaux. Donc, on a gardé quand même sur cette innovation inventive
les procédés traditionnels. Bien sûr, traditionnels, ouais. Et vous étiez complètement... vous alliez dans le même sens, en définitive. Parce que quand on a discuté la plusieurs reprises avant, c'est que vous disiez qu'on oppose encore trop souvent promotion et environnement. En fait, vous êtes moteur tout autant que les architectes sur ce projet. On ne peut pas avancer seul. Oui. On le voit là, Omnes, c'est un très très bon exemple. On ne trouve pas la solution seul. On en reste, nous, des promoteurs, si j'ose dire. Donc, sur cette question, vous pouvez me rappeler la question ? D'opposer l'innovation et la finance, et vous parliez que faire un projet comme ça, c'était aussi faire quelque chose de politique, en fait, de s'inscrire dans la ville. Donc ça, je m'adresse à tous là. Alors, l'acte de construire est un acte politique par lui-même. Voilà. Donc ça, oui, on fait un acte politique. Et c'est sur une opération comme celle-ci, et je pense que c'est une opération innovante, où on fait le pari au départ de développer autre chose, que ce soit de l'invention ou de l'innovation en tout cas. C'est aussi une action politique. Sur une opération comme celle-ci, et comme les opérations qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à la réalisation d'un bilan dit traditionnel. Et se poser sur des éléments financiers classiques et descendre en bas de page à droite pour vérifier si effectivement c'est soutenable, c'est réaliste. Parce que ça ne marche plus, en fait. Donc la question, elle est plutôt d'essayer d'aller chercher justement un accord global ou un accord ou une participation de l'ensemble des parties prenantes au projet, que ce soit institutionnel ou que ce soit privé, et avec tout l'équipage que c'est, cette partie privée, pour trouver effectivement une concertation qui va permettre au projet de se réaliser. Et dans cette démarche de l'acte de construire, on sent bien et on voit bien qu'effectivement la notion, il faut que ce soit partagé par les institutions. Cette démarche effectivement d'innovation ou de construction. C'est un des éléments, selon moi en tout cas, du succès d'une opération de promotion. Partager une même vision sur un même territoire et s'inscrire justement dans celle-ci. Le promoteur n'a pas vocation à créer... Oui, bien sûr. Enfin, des fois, ça coince. C'est vrai, au niveau des politiques, des fois, on ne va pas forcément dans le même sens. Là, des fois, c'est compliqué de sortir un projet aussi, quoi. Je parle avec les politiques, je ne parle pas avec les promoteurs, là, en l'occurrence. Oui, forcément, des fois, ça coince. Il y a plein de raisons qui font que ça coince, mais je pense que c'est aussi... Non, mais là, ce que vous voulez dire, là, c'est que c'est vraiment au sens propre et figuré, c'est s'inscrire dans la ville et participer... C'est changer de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut appréhender nos projets autrement. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut plus les faire comme on les faisait, comme certains promoteurs le faisaient depuis des années, sur la base d'un bilan, porté par une macroéconomie favorable, avec une inflation qui était contenue, avec des taux qui étaient contenus et des prix de vente et des prix de sortie qui étaient en croissance constante et une forte pression effectivement du logement. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça veut bien dire qu'il faut revoir nos modèles. Il faut bien revoir la pression dont on appréhende, le sens qu'on met dans nos projets, sa raison d'être. On parlait tout à l'heure dans le temps, comment celui-ci va se positionner. Et on doit non plus chercher systématiquement à mettre en face d'une ligne de charge une recette. Il faut raisonner plus globalement et être un peu plus dans le care aussi. On voit bien qu'il faut un projet qui marche. C'est un projet... avec une programmation mixte souvent et qui répond à une expression de besoin du territoire. Ça me fait rebondir sur la notion de confortement, parce que soigner, c'est pas conforter. Et il y a une petite nuance aussi. Donc oui, soigner, c'est pas conforter, c'est autre chose. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour dire que, en fait, depuis le début de cet échange, on parle de projet. C'est-à-dire que je pense que c'est important. Ce qui est important, ce qui est au centre de tout ça, c'est le projet. Et je pense que puisqu'on parle finalement de l'évolution de la pratique, etc., on a un petit peu discuté avec François avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit les métiers de l'architecture, les pratiques de l'architecte, etc. Mais non, il y a une pratique de l'architecte, l'outil de sa pratique c'est le projet. Voilà. Alors après,
il y a des façons de faire du projet. Par exemple, quand avec Céline, on fait du conseil, en fait, on fait du projet. Bon, mais on est en mode projet, on spatialise les choses. Quand on enseigne, peut-être là, on va faire la transition avec la question de l'enseignement, on fait du projet. Donc en fait, il n'y a pas des métiers, il n'y a pas des pratiques. Il y a une pratique de l'architecte, c'est le projet. Voilà. Et c'est par ce biais-là, finalement, que nous, on est assez convaincus que dans la question du confortement et de l'héritage de ce tissu, finalement, qu'il soit urbain ou bâti, c'est là où on pense que l'architecte, il a quand même quelque chose à revendiquer et à regagner. Peut-être qu'il a un peu perdu, mais je pense que c'est une vraie opportunité. Parce qu'en fait, quand il y a des difficultés comme ça, c'est souvent l'architecte vers lequel on se tourne et on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bon, ben, non. Mais l'architecte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du projet, tout simplement. Bien sûr, ça c'est voilà. sûr. Non, parce que... Ouais, d'ailleurs, au MENES, vous envisagez d'emmener des étudiants visiter le chantier. Bah oui, parce que en fait, à l'origine de cette table ronde, c'est ça en fait. Hein, c'est de dire que vu la proximité avec l'école, on va ouvrir ce chantier aux étudiants de l'école d'architecture de Marseille de façon mensuelle, donc sur inscription, et on fera des visites de chantier, mais pas que, parce qu'on a aussi une grosse machine qui va arriver, une espèce de château ambulant ou une métamatique de Tinguely là, qui va arriver et qui va, avec laquelle on va fabriquer ces blocs de terre. Donc on aura l'occasion, vous aurez l'occasion évidemment de voir tout ça. Voilà. Et donc ça nous amène à la question de la transmission. En fait, là, ça s'adresse plutôt à François et à toi, Jérôme, c'est-à-dire que au vu de l'évolution du métier, j'imagine que vous n'enseignez pas exactement pareil qu'il y a 10 ans, 15 ans, enfin que les choses changent et comment on transpose toutes ces nouvelles notions de transformation auprès des étudiants. Ou est-ce que vous les avez toujours enseignés? Mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a quand même les paradigmes changent, enfin, les mentalités changent. Enfin, les jeunes, moi quand je discute avec eux, ils sont quand même très en demande de tous ces sujets-là. Donc, comment parce que ça ne veut pas dire non plus arrêter de construire, ça veut dire construire mieux. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de nuances à aborder dans la passation et dans l'enseignement. Peut-être en préalable, peut-être se dire que finalement, pendant des années, pour dire les choses très honnêtement, les architectes se sont plutôt, par exemple, désintéressés de la question de la maison individuelle, de la maison individuelle groupée, de la question du lotissement. C'était plutôt assez, on va dire, marginalisé, dans les écoles également, je pense. Puis de la même façon, dans les écoles d'architecture et dans la pratique, finalement, cet héritage des années 60, plutôt 50 à 70, on s'y est pas forcément beaucoup intéressé. Et dans les écoles, pas tant que ça non plus. Et si on va un tout petit peu plus loin, même la postmodernité, c'est-à-dire à partir des années 80, on s'y est peu intéressé dans les écoles. Et si on continue de regarder, les logiques par exemple, de se dire le confort, la question du confort, poser la question du confort, c'était pas un sujet assez central peut-être dans nos préoccupations, en tous les cas. Voilà. Bon. Et aujourd'hui, ce sont finalement les espaces de projet, puisqu'on parlait du mot projet, c'est dans ces espaces de projet-là qu'on sent plusieurs choses. D'abord peut-être un regard qui arrive plutôt par les étudiants, c'est-à-dire que moi, pour être très honnête, ce sont plutôt mes enfants qui m'ont éduqué dans un premier temps à la gestion d'un déchet, je ne sais pas quoi, etc. Bref, c'est mes enfants, c'est arrivé par l'école, alors que j'étais déjà dans la pratique, pour ce qui me concerne, de la réhabilitation, en fait. Hein, voilà. Donc, voilà. Et cette chose-là monte quand même dans les écoles. Là où il y a un petit décalage, c'est que, ou plutôt, il y a un parallèle qui est troublant, c'est qu'il y a aussi un parallèle qui s'opère avec les injonctions qui arrivent d'en haut. Ça, c'est intéressant.
C'est-à-dire que ce qui fabrique pour partie l'usure des mots, puisqu'il faut maintenant changer le mot, il faut appeler conforter, parce qu'avant on appelait ça réhabiliter. C'est pour mettre du débat, hein, voilà. C'est pas pour vous embêter, bien entendu. Hein. Mais il n'empêche que les mots existaient. Sauf que les mots, ils sont tellement utilisés à mauvais escient, tellement utilisés n'importe comment, que finalement aujourd'hui, on se dit, bon, on va changer le mot, ça va nous régler le problème. Bon. Et pourtant, dans l'école, c'est vraiment aujourd'hui une question qui est, je pense, centrale. Et je pense très sincèrement que tous les enseignants, tous les étudiants, tous les personnels qui travaillent autour de l'école ont ce sentiment profond d'un intérêt pour cette architecture qui part de l'existant. La difficulté que l'on a, c'est qu'on ne va quand même pas évacuer la question du type. On va pas... La question du projet, par exemple, hein, ça tourne autour du type, ça tourne autour de la forme, ça va tourner autour des questions, on va dire, des gens qui habitent là, ça va tourner autour des questions constructives et de nos modes de représentation. Nos modes de représentation, eh ben, on les a, on en a quelques-uns, mais il faut arriver à les faire évoluer. Donc ça, on l'a, il faut continuer et en même temps se poser quand même cette question, comment on aborde ce sujet-là. Ah oui, Compliqué. Tout à coup, l'affaire devient compliquée parce qu'on entre dans un espèce de truc qui se rétrécit sur la chaîne du temps. Parce qu'on ne peut pas lâcher les autres questions. On ne peut pas évacuer le fait que nous sommes architectes au sens de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire autour de la question du projet. Et en même temps, il faut se préoccuper de ces sujets-là. C'est ça la difficulté. C'est l'intérêt que l'on peut avoir pour la connaissance de ce que l'on a. Et je peux vous passer les dessins qui ont été faits il y a déjà plus de 20 ans. Hein, c'est-à-dire c'est la manière dont nous, on bossait quand on était sur des projets et dans le cadre de concours où il y avait exactement 4 concurrents TTC à l'époque. Maintenant, on est 180. Voilà, bon, il y en a un là, après ça ne marche plus de toute façon, donc ce n'est pas très grave. Mais je veux dire, la manière dont on pouvait s'intéresser à ces questions-là, qui partait avant tout d'une conscience qui était la conscience je dirais quelque part, mais en même temps, le matériau qui était utilisé là, c'était bien les mêmes matériaux dont aujourd'hui on est à nouveau friand. Le matériau c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se continuent, mais il faut connaître. Et la difficulté, c'est comment on apprend cette connaissance. Et à partir de cette connaissance, on reste dans le projet, parce que le projet, c'est une déclaration à un existant, c'est une déclaration à une connaissance. C'est un peu ça, aujourd'hui, le temps que l'on a à mettre en place. Et je ne pense pas seulement dans les écoles, mais aussi dans les agences, c'est se dire, est-ce que je connais vraiment l'air, l'objet, les gens, l'histoire, la géographie des lieux auxquels je me coltine. Pendant très longtemps, on était légèrement en surface, et là, il faut rentrer dans la matière et dans le cœur. Voilà. Bon, c'est le point de départ peut-être d'une discussion. Non, c'est un peu ce que vous dites et ce que tu dis toi aussi, c'est apprendre à écouter le bâtiment, enfin à laisser parler, quoi. Et à prendre le temps et regarder. Voilà, celui-là par exemple, juste pour s'arrêter sur ce dessin-là, c'est le point de départ, c'est le lieu, c'est la visite, c'est la capacité de comprendre autant, peut-être on vous parle souvent de désordre ou de pathologie, mais plutôt du potentiel réel de ces lieux. En fait, c'est ça qui est, je pense, une vraie richesse. Et à partir de ce potentiel, on peut déclarer, en fait. Hein. C'est ce que j'aime dans ce terme de déclaration. Voilà. Et le sens je me rappelle très bien là, j'ai eu une petite leçon d'architecture
de la part d'une élue qui nous a dit « il ne faut pas démolir ». Mais cette injonction-là, elle est extrêmement mal posée, en fait, dans les faits. C'est ça que j'essaye de dire. Ma question, elle est peut-être à un moment donné la question de la dépose, déjà, plutôt que de la démolition, tous ces sujets-là. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut reposer la question. C'est quelles sont les qualités de ces lieux. Et à partir de là, eh ben oui, effectivement, il y aura peut-être des opérations de décomposition, de déplacement, je ne sais pas quoi, ou que sais-je, mais ça me semble assez essentiel. Et à la fin, on a un logement probablement étrange, c'est un 2 fenêtres, ben, il se retrouve avec, un 2 pièces, qui se retrouve avec 7 fenêtres, pour faire écho à notre fameux... vous voyez, je veux dire, on revient sur les questions du type, sur les questions de la forme, sur les questions, mais d'une autre façon, et avec sans doute un tout petit peu plus de précision, sans doute, que la manière dont on pouvait l'évoquer avant. Et je pense avec un vrai plaisir renouvelé de ce que l'on est en train d'essayer de penser. Vous évoquiez tout à l'heure, du coup, ce sujet, il faudra continuer de construire. Il y a eu cette petite phrase, il faut continuer de construire. En tous les cas, il faut au moins penser qu'on a quand même 330 000 personnes qui sont sans logement, quoi. Juste, partons déjà de ça. Voilà. Peut-être qu'il y a des questions ou tu veux dire quelque chose. Si tu voulais, par rapport à l'enseignement, tu avais dit que tu évoquerais la question des territoires. Ouais, non, mais François a été très, comme toujours, très pertinent et très brillant. Non, je crois aussi qu'il faut se reconnecter avec le territoire. C'est-à-dire, c'est important ce que tu disais. Donc, on a parlé de diagnostic. Diagnostic, c'est un mot qui est un peu toujours médical, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il faut aussi. Moi, j'aime bien l'idée de l'immersion du regard, quoi. C'est plutôt que de regarder les fissures, regardons le potentiel. Et le territoire, c'est un peu pareil. Je pense qu'il faut aussi regarder le territoire de cette manière-là. Donc, il faut que les étudiants aillent sur le territoire et j'ai envie de dire, on les emmène de plus en plus sur le territoire, de manière générale. En tout cas, dans l'enseignement qu'on peut porter, c'est ce qui se passe. Donc, non, je pense que cette question-là c'est pas tant le mot est un prétexte sur l'idée du confortement, mais je pense que ça nous réinterroge en tout cas sur la pratique, mais ça nous réinterroge aussi sur l'importance des fondamentaux, finalement. Voilà, je pense. Il y a des questions? On n'a pas pu être aussi clair que ça, quand même. Ah, voilà. Comme ça marche comme ça? Ouais, c'est bien. Moi, je voulais juste... vous avez mis l'eau à la bouche avec ce beau projet là en terre. Et on est tous, on fantasme tous pas mal là-dessus en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur, finalement, parce que tu as parlé de pas mal de la mot des natures, de toute la composition, l'architecture qui permet de relier les différentes échelles de la ville, tout ça. Mais donc, globalement, sur la partie constructive, en 2 mots, à quoi vous êtes arrivé et quel plaisir on aura sensoriel à l'utilisation de ce matériau? Alors en fait, non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a toujours la Terre, c'est vrai que c'est quelque part aussi un peu un fantasme qu'on a collectif, hein, pour les architectes aussi, mais comme d'autres matières. Ce qui est intéressant, c'est de progresser ensemble. Et en fait, ce projet, il est clairement pas parfait de ce point de vue-là, parce que on est parti d'une technique pour en arriver à une autre. Donc le projet a été pensé d'une certaine manière avec une technique initiale pour en arriver à une autre. Donc ce qui nous a permis justement de sortir la tête haute de ça, c'est la question du type et de la forme finalement. Enfin, c'est ce que tu racontais, c'est-à-dire des éléments de permanence, etc. Et le matériau, on l'a un peu interchangé, quoi, en fait. Alors, pour être plus concret, Céline tout à l'heure a évoqué notre premier projet, la petite bergerie transformée qui était en pisé. Il se trouve que ce projet, depuis, la façade a été enduite à la chaux. Pourquoi? Parce que le pisé
il a été quand même assez érodé par les intempéries, par le temps, etc. Et qu'il était quand même du coup en grande fragilité. Donc il a été décidé de l'enduire sur sa face extérieure, la face intérieure est restée en pisé. Et en fait, pour nous, ça a été quand même une façon aussi de réfléchir à ça, c'est-à-dire que la maçonnerie, la terre, aujourd'hui, on a tendance à la laisser apparente parce que politiquement, etc., c'est important. Voilà, on fait en terre, regardez, j'ai de la terre. Mais en fait, les constructions en terre, notamment en France, si on regarde des villes comme Lyon, par exemple, etc., qui sont des villes de terre, et la maçonnerie, c'est enduit tout ça, en fait. Voilà. Il faut protéger les intempéries, il faut protéger tout ça. Donc en fait, le plaisir, il va être un petit peu limité parce que la terre, vous n'allez pas la voir, quoi, en fait. Voilà. Elle va être là, mais vous allez concrètement pas la voir. Sauf quand on fera les visites de chantier, où là, vous pourrez la voir. Mais par contre, ce qui est important, c'est que nous, on s'est battu et on l'a obtenu. On est en terre crue, non stabilisée. On est en train de faire les derniers petits réglages pour éviter la stabilisation. Donc pas de ciment, pas d'additifs. On est vraiment sur de la terre comprimée, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même pour nous intéressant pour la question de la progression, finalement. La question collective aussi avec Redman sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on se cultive, on progresse. Et puis, c'est des blocs. C'est comme des blocs de pierre, en fait. Voilà. Et ça nous a permis aussi de nous sauver, entre guillemets, de sauver le projet. C'est-à-dire que là où, avec l'ancien procédé, on avait besoin de latex, de trucs très compliqués, là, on a des blocs qui sont comprimés, donc qui résistent qui ont un excellent taux de compression, etc. Et qu'on peut ramener finalement à la question de la maçonnerie et de la pierre. Donc en fait, on est rattaché au DTU, maçonnerie et pierre. Donc le bureau de contrôle, le bureau de contrôle, il est ravi, tout le monde est ravi et ça se fait assez simplement. Et les outils qu'on utilise, c'est une entreprise qui a l'habitude de mettre en œuvre de la pierre, qui va mettre en œuvre de la terre, puisqu'on va utiliser les mêmes outils. Voilà. Donc juste un petit mot quand même sur le procédé, parce que tu poses la question. En fait, c'est un procédé qui est artisanal, mais l'objectif, c'est quand même un tout petit peu le mécaniser, un tout petit peu l'industrialiser, pour faire en sorte qu'il réponde finalement à la cadence du chantier, mais j'ai envie de dire, au-delà de ce projet-là, de la temporalité de la fabrication d'un édifice aujourd'hui, d'un bâtiment aujourd'hui, quoi. Et donc là, il y a tout un travail qui est fait avec l'entreprise, donc je peux la citer, c'est Filiataire, qui est en train de mettre en place des outils spécifiques, des machines en fait, capables de mécaniser un petit peu ce procédé pour faire en sorte que, en fait, au lieu de couler les blocs un par un, de fabriquer les blocs un par un, on les fabrique deux par deux, etc. etc. Donc il y a une cadence. Voilà. Et donc ils sont en train de mettre au point, donc là ils ont finalisé la mise au point de la machine que l'on va utiliser nous pour ce projet, que vous verrez donc prochainement à Marseille. Et puis ils sont en train de finaliser une seconde machine qui est encore plus performante et qui peut c'est étudié comme c'est un container en fait, c'est comme un container. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça puisse se mettre sur un camion, sur un semi, pour pouvoir se déplacer partout sur le territoire, là où il y a le gisement, là où il y a la terre, là où il y a la ressource. Donc ils ont tout un procédé hyper intelligent, voilà, où la machine est mise sur un semi comme un container et après on va où on veut avec ça. Ah oui, pardon. Alors la terre qu'on va utiliser nous, je disais tout à l'heure, on n'a pas de sous-sol, on n'a pas de parking, etc. On a un peu de terre qui était d'ailleurs non polluée, on aurait pu l'utiliser. Mais en fait, le Filiataire a passé un partenariat avec la Soleam pour récupérer des terres d'extraction de la ZAC Vallon-Régny, qui est sur Marseille. Donc on a fait quand même ils ont fait toute une étude de référenciation de possibilités. Donc il y a eu à un moment des terres qui étaient issues de la carrière de l'Estac aussi, qui étaient possibles, mais finalement ça s'avérait techniquement pas possible. Donc ils ont fait des essais sur plein de terres, là, sur plein de gisements qui étaient autour. Et c'est celle-là qui a montré les caractéristiques les plus intéressantes. En sachant que le problème, c'est que quand on crible la terre, puisqu'il faut qu'elle ait quand même, ce soit des petits grains,
la terre qu'on va utiliser nous, il y a quand même pas mal de déchets. Alors, j'emploie le mot déchet, il est pas bon. Il reste pas mal d'agrégats en fait. Voilà. Mais cet agrégat-là, il peut servir à faire du drainage, à faire plein de choses. Voilà. Donc là, on a un taux de, je crois, il y a 20 à 30% d'agrégats qu'il faut évacuer de la terre. Voilà, et des terres plus ou moins performantes de ce point de vue-là. D'autres questions? Ben, merci. Dernier moment. Comme on parle de la Terre, je voulais savoir si vous avez réussi à garder les caractéristiques hygrothermiques de la Terre à l'intérieur du bâtiment, bien que les BTC soient en façade, ou est-ce que vous avez dû isoler et doubler? Alors, en fait, c'était un peu ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire que comme on a changé pas mal de fois de procédé, enfin pas mal de fois, mais on a changé assez tardivement de procédé constructif, on n'a pas pu, compte tenu du timing du projet, se réinterroger sur la possibilité d'utiliser la terre pour ses caractéristiques thermiques. Et on le regrette énormément, mais en fait... en gros, on a dû changer de procédé au moment du DCE, donc de la consultation des entreprises. Donc déjà, on est content d'avoir réussi à ne pas être trop en retard, mais c'est vrai qu'on a ce regret-là par rapport à l'usage de la terre pour toutes ses capacités, y compris hygrothermiques. Plus de questions ? Non, on va s'arrêter là et vous voulez dire un petit mot. Merci. Oui, bah surtout je voulais vous remercier puis, d'avoir bien voulu jouer le jeu de cette petite discussion. Moi, ce que j'espère surtout, c'est que cette discussion en ouvre d'autres. Je pense que c'est ça qui est surtout important. Et je pense que c'est important aussi pour les étudiants. Là, je me tourne vers plus particulièrement les étudiants, effectivement, de continuer aussi cette discussion dans vos ateliers de projet, etc. Parce que je pense que les choses évoluent, mais il y a des permanences dans cette évolution. Voilà. Donc c'est ça surtout qu'il faut comprendre. Merci beaucoup de vous être rejoints à nous.